Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines sur Sensation, avec le soutien financier de l'Union européenne. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, une émission qui s'inscrit dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et de la grande consultation citoyenne qui est actuellement en cours. Vous êtes d'ailleurs invités à donner votre avis et partager vos idées sur la plateforme numérique futureu.europa.eu. Thème de ce numéro, les institutions européennes. On a parfois du mal à s'y retrouver, comme a pu le constater Maïe Lobin qui est allé vous poser la question. Je sais qu'il y a le Parlement, qu'il y a la Commission européenne et qu'il y a le Conseil des ministres européens. Non, franchement. Non. À Strasbourg et à Bruxelles, oui, voilà. Le Parlement européen. Oh non, très mal. Vous pourriez pas m'en citer ? Non. Pour beaucoup, le rôle et le fonctionnement des institutions européennes est parfois flou, on vient de le voir. Mais pas d'inquiétude, notre journaliste Nicolas Kirillovitz est avec nous pour nous éclairer sur le sujet. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mathis. Effectivement, je vais essayer de vous aider. Il y a 7 institutions européennes. La première, peut-être la plus importante politiquement, c'est le Conseil européen. Il réunit les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. 27 pays aujourd'hui depuis le départ de la Grande-Bretagne et le Brexit. Le Conseil européen, le Conseil aussi, on l'appelle parfois, il fixe les grandes orientations politiques de l'Union européenne. Aujourd'hui, il est présidé par l'ancien Premier ministre belge Charles Michel. En résumé, le Conseil européen, c'est l'instance suprême qui se concentre sur les grandes orientations politiques et générales de l'Union européenne. Un peu comme si vous aviez en réalité 27 Emmanuel Macron qui se réunissaient pour décider de l'impulsion à donner aux politiques européennes et qui tranchent aussi en cas de blocage persistant entre les institutions. À côté de ce Conseil européen, il y a la Commission européenne. Elle est gardienne des traités de l'Union européenne. Elle défend les intérêts de l'Union européenne. Parfois, au Conseil européen, ce sont un peu les égoïsmes nationaux qui jouent. Là, avec la Commission européenne, ce sont vraiment les intérêts de l'Union européenne qui sont défendus. La Commission européenne est la seule à être dotée de l'initiative législative dans le domaine des compétences de l'UE, contrairement à la France, par exemple, où les parlementaires, eux, peuvent faire des propositions de loi. Là, c'est seulement la compétence de la Commission européenne, aujourd'hui présidée par l'Allemande Ursula von der Leyen. Et il y a 27 membres de cette Commission européenne, un pour chacun des pays. Aux gros pays, les grosses commissions, généralement ça marche ainsi. Le Français Thierry Breton est en charge du marché intérieur. C'est lui qui était responsable des législations sur le numérique qui doivent permettre à l'Europe d'être un peu plus indépendante sur le sujet vis-à-vis des géants du numérique américains et chinois. Alors vous nous en avez cité 2, mais il y a aussi, je crois, le Conseil de l'Union européenne, Nicolas. Tout à fait, le Conseil de l'Union européenne, à ne pas confondre avec le Conseil européen dont j'ai parlé au début. Le Conseil de l'Union européenne, lui, il réunit les ministres de chacun des États membres pour voter les lois proposées par la Commission européenne. J'espère que vous suivez pour l'instant, Mathis. C'est difficile. C'est un peu compliqué. Donc le Conseil de l'Union européenne est co-législateur avec le Parlement européen. Le Conseil de l'Union européenne se réunit selon les compétences de chacun des ministres. S'il y a un sujet des transports, ça va être les 27 ministres des transports des pays membres de l'UE qui vont se réunir pour amender peut-être ou modifier les propositions de loi de la Commission européenne. Et je vous le disais, il fait cela en parallèle avec le Parlement européen que l'on connaît un peu mieux. Ils sont 705, ces parlementaires européens qui, eux, agissent donc en co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne. On peut citer les autres 3 grandes autres institutions de l'Union européenne. Il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui est chargée d'examiner la légalité des actes européens. Là, c'est un peu plus complexe, mais il y a cette Cour de justice de l'Union européenne. Il y a aussi la Banque centrale européenne, présidée par Christine Lagarde, qui elle, est en charge de gérer la monnaie unique des 19 membres de la zone euro. Et puis, il y a la Cour des comptes européenne qui marche comme la Cour des comptes en France. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Vous êtes perdu ou pas, Mathis ? Je pense que j'y vois un peu plus clair, en tout cas. Merci beaucoup pour ces précisions. Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines sur Sensation, avec le soutien financier de l'Union européenne. Et on va revenir en France à présent pour s'intéresser aux relations entretenues par notre Parlement et plus particulièrement le Sénat avec les institutions européennes et nos voisins européens. Corentin Alonso est avec le sénateur Jean-François Rapin, président de la Commission des Affaires européennes. Vous êtes sénateur du Pas-de-Calais et vous êtes le président de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Il y en a aussi une autre Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale, présidée par la députée Sabine Thillaye. Quel est le rôle de ces 2 commissions ?
D'abord, ces deux commissions, elles sont définies et elles existent parce que la Constitution l'a décidé. Elles ont aujourd'hui un rôle à la fois d'information auprès des différentes chambres dans lesquelles elles sont, aussi bien le Sénat que l'Assemblée nationale, auprès des collègues sur l'actualité, sur l'information européenne et notamment sur les textes qui sortent. Elle a aussi un rôle de contrôle. Elle a un rôle de contrôle des textes au travers ce qu'on appelle la subsidiarité, la proportionnalité, puisqu'elle précise finalement si les textes européens sont tout à fait conformes au plan de la subsidiarité et de la proportionnalité avec ce qu'attendent les États membres et comment ils les reçoivent. Ça, c'est le premier point. Puis on a aussi un rôle d'interpellation auprès de nos gouvernements pour que le gouvernement qui a son propre mandat et son propre calendrier puisse aussi avoir de l'information de la part des parlements nationaux et entre autres chez nous du Sénat sous la forme, et on présente ça sous la forme de résolutions qui incite le gouvernement à porter le message du Parlement. Puis en dernier lieu, vis-à-vis directement des institutions européennes, nous pouvons émettre des avis politiques sur certains textes, sur certaines directives, sur certains règlements, ainsi nous pouvons influer. Et le Sénat fait partie de ces institutions qui arrivent à influer un petit peu sur les institutions européennes au travers ces différents outils. Alors vous le savez, nous avons en pleine présidence française du Conseil de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que c'est l'occasion de parler plus d'Europe au Sénat, mais aussi dans les médias? Je ne sais pas si ce sera l'occasion de parler plus d'Europe. En tout cas, c'est une charge de travail complémentaire pour les deux chambres parlementaires, puisque nous animons bien sûr des réunions qui sont propres aux institutions telles qu'elles sont établies, et entre autres je pense à la COSAC, qui est la conférence des organes chargés justement de ces affaires européennes, et donc nous sommes réunis sous deux formats avec des membres de chaque commission des parlements nationaux qui travaillent sur les sujets européens. Et donc nous la présidons cette année, puisque c'est l'année de la présidence française. Donc à la fois Sabine Thiellet et moi-même co-présidons cette COSAC. Après, il y a des événements parlementaires qui sont proposés. Alors bien sûr, on a reçu, nous, la COSAC des présidents. Les présidents des chambres parlementaires des 27 sont venus à Paris et en visio. Et nous essayons dès lors de constituer, de réunir tout le monde, mais sous l'autorité de la France. Voilà, donc c'est une charge de travail complémentaire, administrative, diplomatique, mais c'est aussi un beau challenge. Est-ce que les médias et les politiques maîtrisent-ils suffisamment les sujets européens? C'est très difficile. C'est très difficile. J'ai organisé récemment au Sénat une table ronde justement pour à la fois échanger avec les médias nationaux, mais aussi les médias européens sur la façon dont nous pourrions mieux les uns et les autres communiquer. C'est sûrement de notre faute. Les sujets européens paraissent très éloignés de nos citoyens, et forcément, si c'est éloigné des citoyens, ça intéresse beaucoup moins la presse. Néanmoins, il y a des choses quand même essentielles, très importantes. Je rappelle que l'Europe a des compétences quasi exclusives sur l'agriculture, sur la pêche, en droit transfrontalier. On a des sujets qui sont des sujets de migration aujourd'hui, et avec un rôle très important, de plus en plus important, qui doit être joué par l'Europe. Donc tous ces sujets devraient intéresser plus. Peut-être qu'on en parle aussi, nous, on n'a pas su à un certain moment vulgariser le message européen. Quand je dis vulgariser, ce n'est pas péjoratif. C'est comment porter le message européen à la portée de tous nos concitoyens. Comment rapprocher l'Europe des citoyens. Comment faire ce concept que je défends dans beaucoup de mes allocutions, le contexte d'Europe à la maison. Alors justement, quelles sont les pistes pour essayer d'améliorer ce sujet, puisque c'est quand même quelque chose d'important pour la démocratie? Dans les deux sens, c'est-à-dire que les politiques doivent faire beaucoup de pédagogie. L'Europe, c'est de la politique, l'Europe, c'est de la diplomatie, mais l'Europe, c'est aussi de la pédagogie, c'est beaucoup de pédagogie de notre part, les élus. Et puis les médias ont peut-être aussi une réflexion sur la façon dont ils doivent présenter les sujets européens, et les rendre beaucoup plus, à la fois plus concrets, mais plus accessibles. Merci beaucoup Jean-François Rapin. Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines sur Sensation, avec le soutien financier de l'Union européenne.
une émission qui s'inscrit dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe et de la grande consultation citoyenne qui est actuellement en cours. Vous êtes d'ailleurs invités à donner votre avis et à partager vos idées sur la plateforme numérique futureu.europa.eu. Et dans ce nouveau numéro, nous allons parler des politiques européennes de mobilité. Partir étudier à l'étranger, est-ce une chance pour ceux qui ont pu ou voudraient en bénéficier? Maïeux Lobin est allé à votre rencontre pour le savoir. C'est une des rares choses qui a un coût raisonnable, je pense, et qui est utile. Alors ça permet certainement aux étudiants de pouvoir travailler à l'étranger, de faire autre chose, de changer de culture, voir quelque chose de différent. Du coup, c'est plutôt pour les étudiants étrangers, français ou étrangers qui veulent partir dans d'autres pays européens. Je sais que c'est pour les étudiants, pour effectivement faire des études à l'étranger. Ouais. Et Corentin Alonso nous a rejoint. Bonsoir Corentin. Bonsoir Mathis. Vous allez justement nous parler du programme Erasmus+, qui fête ses 35 ans cette année. Or tout le monde a déjà entendu le mot Erasmus, mais d'où vient-il? Alors il vient du philosophe néerlandais du XVIe siècle Erasme, qui a voyagé en Europe pour s'enrichir et développer son humanisme. Alors ce personnage incarne bien l'objectif du programme d'action européen pour les mobilités des étudiants. Et quand ce programme Erasmus a été lancé justement? Alors il a été adopté en 1987, mais il vient de fêter ses 35 ans d'ailleurs, mais il n'aurait pas vu le jour sans Sofia Corradi, une professeure italienne dont le surnom est Mama Erasmus. En 1958, elle est diplômée de l'université Columbia aux États-Unis, mais en revenant à Rome, son université italienne ne reconnaît pas son diplôme, elle doit donc étudier une année supplémentaire. Elle décide alors de se battre pour la reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger. Il faudra attendre donc 1987 pour que le programme soit adopté sous la commission du français Jacques Delors. Alors à sa création, le programme compte 11 pays qui participaient: l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et enfin le Royaume-Uni. Alors aujourd'hui, il y a 33 pays qui participent à ce programme, mais le Royaume-Uni n'en fait plus partie depuis le 1er janvier 2021, conséquence, vous le savez, du Brexit. Depuis 2014, le programme s'appelle d'ailleurs Erasmus+. Les étudiants, mais aussi les collégiens, les lycéens, les demandeurs d'emploi peuvent partir en stage et à l'étranger en bénéficiant d'une bourse. Doté d'un budget de 14,6 milliards d'euros pour la période allant de 2014 à 2020, il a vu son budget augmenter encore davantage, de plus de 80%, en passant à 26 milliards d'euros, là tout récemment pour la période 2021-2027. Alors 10 millions d'Européens devraient pouvoir en bénéficier au cours de cette période. Les Français sont ceux qui partent le plus, avec 57 000 voyages réalisés sur l'année 2019, avant la pandémie. Le pays privilégié des Français, c'est l'Espagne. Et après un voyage Erasmus, 83% des étudiants se disent se sentir plus européens. L'objectif est donc acquis. Ça donne envie de partir. Merci beaucoup Corentin pour ces précisions. Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe des Yvelines sur Sensation, avec le soutien financier de l'Union européenne. Et il n'y a pas qu'Erasmus+, d'ailleurs, d'autres programmes de mobilité existent. Béatrice Engrand est la présidente de l'agence Service Civique. Focus tout de suite sur le corps européen de solidarité. Elle est interrogée par Hugo Casadamon. Alors, le corps européen de solidarité, c'est géré par la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ses principales actions? Le corps européen de solidarité, c'est d'abord un programme qui est financé par la Commission européenne, mais qui est géré par des agences nationales européennes en France. C'est l'agence du service civique qui déploie le corps européen de solidarité. C'est un programme en fait de volontariat qui a 2 volets, qui permet donc à des jeunes de faire un volontariat en Europe de 2 à 12 mois. Donc on peut aussi commencer par une mobilité courte, ce qui convient à certains types de publics, 2 à 12 mois. Pour faire ce programme, on reçoit une aide au transport, une aide au logement et l'équivalent de l'argent de poche dont le niveau est adapté en fonction du niveau de vie du pays dans lequel on va. Et puis le deuxième volet du programme corps européen de solidarité, c'est ce qu'on appelle des projets de jeunesse, de participation des jeunes, qui permet en fait à des jeunes, à des groupes de jeunes informels d'accéder à des financements pour développer un projet de solidarité. Et je crois que c'est à peu près les seuls financements existants qui peuvent être octroyés à des groupes de jeunes informels. Donc c'est une très belle action aussi. Alors en quoi c'est important justement ce corps européen de solidarité? Est-ce que ça permet peut-être de renforcer le sentiment d'appartenance européenne auprès des jeunes? L'idée du corps européen de solidarité, c'est d'utiliser la solidarité, l'intérêt général, la générosité comme truchement, comme levier
pour rassembler les jeunes européens, effectivement, pour qu'ils exercent ce sentiment d'appartenance. Donc moi, j'aime bien cette idée d'agir collectivement pour se rencontrer. La rencontre, c'est un beau mot. Je crois que c'est vraiment ça, cette idée de construire l'Europe ensemble par des actions citoyennes comme l'aide aux migrants, lutter contre le plastique dans les océans, aider des jeunes enfants à faire leurs devoirs, enfin toutes les actions, rendre visite à des personnes âgées isolées. Tant d'actions qu'on peut faire dans le corps européen de solidarité dans un autre pays. Alors maintenant qu'on sait quelles actions on peut faire, comment est-ce qu'on peut donner envie aux jeunes justement de faire ces actions? Alors d'abord, avant de donner envie, il faut déjà informer. Et il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier, sur l'information. Pour ce qui est de donner envie, il y a vraiment un moyen qui fonctionne bien, c'est de s'appuyer sur les pairs, le peer-to-peer, comme on dit en anglais, de solliciter des jeunes qui ont déjà vécu cette mobilité européenne pour et leur demander de la valoriser, d'en faire la promotion auprès de jeunes. Tout ce qui passe en fait par les rôles modèles, ça fonctionne très bien. Utiliser aussi évidemment les canaux utilisés par la jeune génération comme les réseaux sociaux. Il faut reconnaître que ça marche assez bien parce qu'on a beaucoup de demandes pour le corps européen de solidarité qui a une très bonne réputation. Merci beaucoup. Merci à vous. Parlons d'Europe. La mobilité des jeunes est importante, mais en quoi ça leur est bénéfique? En quoi est-ce une source d'enrichissement? Mais surtout, comment une mobilité peut-elle s'inscrire dans le parcours scolaire ou professionnel? Corentin Alonso en parle avec Michèle Mauquin, déléguée adjointe académique aux relations européennes internationales et à la coopération de Versailles. Madame Mauquin, vous êtes chargée de mettre en œuvre la stratégie d'ouverture européenne et internationale pour l'Académie de Versailles. Alors justement, quelle est cette stratégie ? Alors oui, bien sûr, en fait, notre service est un service du rectorat, un petit service, et nous mettons en œuvre et nous élaborons la stratégie académique d'ouverture européenne et internationale qui est pilotée par la rectrice de l'Académie de Versailles, avec bien sûr, nous faisons aussi attention aux priorités nationales et aux spécificités territoriales. Donc nous travaillons sur 4 axes prioritaires, donc l'offre scolaire internationale. Deuxième axe, tout ce qui est coopération bilatérale. Troisième axe, la mobilité pour tous et la formation des personnels en 4e axe. Quels sont les partenariats que vous mettez en place Alors, on a des partenariats institutionnels et des partenariats européens, bien sûr. Donc, institutionnel, on a des partenariats avec France Éducation Internationale, qui met en place des programmes pour les assistants de langue, notamment, qui met en place aussi des séjours professionnels et des séjours linguistiques pour les enseignants qui veulent partir se former en Europe. Et avec également l'agence Erasmus+, de Bordeaux. Et puis, nous avons des accords de coopération avec des autorités éducatives de différentes régions, notamment la région de Madrid ou la région, le Land plutôt, de Nord-Westphalie. Et puis également le district de Heilongjiang en Chine et les cégeps de l'Est au Canada. Alors justement, vous avez parlé du programme Erasmus+, pour la période 2021-2027. Le budget a augmenté de près de 80%. L'objectif, c'est de faire voyager plus de 10 millions d'Européens au cours de ces 6 années. Votre travail, c'est d'encourager justement à ces mobilités. Qu'est-ce que ça permet? À quel niveau c'est enrichissant justement de partir à l'étranger? Alors déjà, il faut savoir qu'on forme les enseignants. On apporte de l'information aussi dans les établissements pour qu'eux-mêmes soient acteurs et puissent candidater à des accréditations Erasmus+, pour les élèves des établissements. Notre public cible, nous à la DAREC, ce sont les enseignants, les personnels d'encadrement, les personnels administratifs. Et on a nous-mêmes mis en place 2 accréditations, une sur le secteur scolaire et une sur la voie professionnelle, pour, sur ces 6 années qui nous restent, sur ce programme 21-27, pouvoir envoyer environ 2500
personnel en formation donc en Europe. Qu'est-ce que ça, quelle est la valeur ajoutée? C'est ça que vous me posez comme question. La valeur ajoutée, c'est de pouvoir ouvrir un établissement à l'Europe et à l'international, permettre à des jeunes de partir en mobilité, de s'enrichir ailleurs, que leur parcours soit reconnu dans un cursus scolaire, c'est-à-dire partir en mobilité, ça ne doit pas être finalement ensuite un handicap quand on revient et qu'on ait tout à recommencer. Donc que cette mobilité, elle soit vraiment inscrite dans le parcours scolaire de l'élève. Alors quand on pense aux mobilités, on pense souvent aux études supérieures, mais pour les élèves décrocheurs, est-ce qu'il existe aussi des solutions? Alors il n'y a pas que les élèves décrocheurs, hein. On peut partir en mobilité dès la classe de 4e. Vous avez des programmes franco-allemands qui vous permettent de partir, étudier pendant 3 mois ou 6 mois. Ce sont le programme Brigitte Sauzet ou Voltaire qui permet à un élève de partir dans un établissement, suivre un cursus scolaire. Et quand il revient, sa mobilité, elle est totalement partie intégrante de sa scolarité. On pense bien sûr aux étudiants des universités, mais aussi les lycées professionnels qui mettent en place la mobilité depuis de très longues années. Et donc c'est intégré aussi dans des parcours de formation en entreprise. Ils partent pour 4 à 8 semaines en entreprise et quand ils reviennent, évidemment, ils sont enrichis d'une expérience professionnelle, culturelle, linguistique qui est très importante. Ces dernières années, des doubles diplômes se sont développés. Je pense au Bachibac avec le bac espagnol, au Abibac avec le bac allemand, les classes européennes aussi. Zabac. Est-ce que c'est une dynamique que vous souhaitez amplifier, ces classes qui sont déjà ouvertes sur le... Il faut savoir que ces doubles bacs, nous en avons déjà 16 dans notre académie, Académie de Versailles, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien. Alors on peut faire mieux bien sûr, mais il faut savoir qu'il y a aussi une politique nationale. Hein. On ne peut pas ouvrir des Bachibac, des Ezabac et partout. Donc c'est en fonction aussi du territoire. Parce qu'il faut que les élèves aient envie de s'inscrire dans... Il faut pouvoir recruter aussi les professeurs. Il faut pouvoir recruter des professeurs et il faut qu'ensuite il y ait une continuité pédagogique vers ensuite des sections, notamment sections européennes ou sections internationales. Merci beaucoup, Michèle Maucun. Je vous en prie. Parlons d'Europe. Et les politiques de mobilité évoluent, de nouvelles mesures se mettent en place pour favoriser les études ou les formations à l'étranger. Marie-Pierre Védrenne, eurodéputée, est avec Hugo Casadamon. Alors Marie-Pierre Védrenne, vous êtes eurodéputée, mais vous avez été également directrice de la Maison de l'Europe de Rennes de 2016 à 2019. Maintenant que vous êtes au Parlement européen, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est important de porter au niveau européen la notion de mobilité? La notion de mobilité, déjà, elle peut s'entendre de différentes façons. Ça peut être une mobilité rien que 10 km parfois, qui peut être un obstacle pour des jeunes. Au Parlement européen, forcément, notre enjeu, c'est de favoriser la mobilité aussi européenne. Qu'elle soit source d'opportunités, bien sûr, en matière d'employabilité, parce que quand on va dans un autre pays, on apprend d'autres langues, on apprend d'autres compétences, mais plus largement, c'est un projet aussi d'ouverture. C'est un projet commun où on va aller rencontrer d'autres cultures plus largement et d'autres citoyens. Donc c'est ça notre enjeu. C'est au travers de ce programme Erasmus, qui est une des plus belles réussites de l'Union européenne, donner cette envie de découvrir, de s'ouvrir et de développer des compétences qui feront que, comme je le disais, plus tard, vous aurez aussi ces critères de prise de risque aux yeux d'employeurs qui favoriseront votre place dans le marché du travail. Alors vous parlez des jeunes, le programme Erasmus, c'est pas que pour les jeunes, justement, on a tendance à l'oublier. Comment est-ce qu'on peut peut-être parler plus de cet aspect-là, peut-être plus dans les médias, les réseaux sociaux, comment toucher d'autres publics? Effectivement, la mobilité, elle touche les plus petits, dès l'école primaire jusqu'aux plus âgés, notamment. Ça peut toucher les enseignants aussi, ça peut toucher les élus, ça peut toucher les entrepreneurs. Donc c'est extrêmement important de justement démocratiser le programme, faire en sorte qu'il soit accessible à tous. Donc il y a lever les barrières, des fois qu'on peut soi-même se mettre en se disant je ne vais pas aller dans un pays parce que je ne parle pas telle ou telle langue, alors que l'objectif justement c'est de développer ces compétences. Donc notre enjeu c'est de augmenter l'enveloppe budgétaire pour toucher de plus en plus de monde et puis faire sauter ces différentes barrières. C'est vrai que vous avez raison, la communication joue aussi un rôle extrêmement important. Donc ça passe par des plateformes aussi peut-être qui sont plus accessibles.
ou qui répertorie justement toutes ces opportunités, la mise en place de réseaux européens. Il y a beaucoup de choses qui progressivement continuent de se développer pour favoriser cette mobilité. Alors c'est quelque chose dont on parle beaucoup en France. Est-ce que on en parle de façon égale dans toute l'Europe? Est-ce qu'il y a autant de Français qui partent faire de mobilité que d'Espagnols ou peut-être que de Roumains, par exemple? C'est vrai que quand on regarde les statistiques d'utilisation, en quelque sorte, de ce programme, on voit des différences entre les différents États. On voit même à l'intérieur des États différentes différences quand on vient de zones métropolitaines, quand on est à l'université, etc. Donc notre enjeu, justement, c'est bien de faire en sorte que ces opportunités, elles soient accessibles à tous. Donc la question de la connaissance de ces mobilité et puis la question de l'accessibilité. Donc c'est un travail global et notre enjeu c'est de mettre justement tous ces acteurs aussi européens à la même table pour favoriser justement le fait que tout le monde puisse en bénéficier. Et si vous aviez quelqu'un là maintenant en face de vous qui hésite à faire une mobilité, qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner envie? Fonce d'abord, ne te mets pas de barrière, ne te mets pas de limites, tu vas vivre une magnifique expérience de vie et il faut se lancer, que chacun trouve sa propre mobilité aussi. Une mobilité de 15 jours pour certains c'est déjà extrêmement challengeant alors que pour d'autres partir pendant 6 mois, 1 an ça paraît naturel. Donc que chacun va trouver aussi sa mobilité et une fois qu'on y a goûté, on n'a plus envie d'arrêter. Merci Marie-Pierre Védrenne. Merci à vous. Et puis vous le savez, une grande consultation citoyenne est actuellement en cours. Vous êtes invités à vous exprimer et à imaginer l'Europe de demain. Je vous rappelle d'ailleurs l'adresse de la plateforme numérique futureu.europa.eu, plateforme mise en place à l'occasion de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous pourrez ainsi partager vos idées sur différents thèmes, changement climatique, santé, justice sociale, emploi, démocratie européenne, transformation numérique et bien d'autres. Parlons d'Europe, c'est terminé. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt. Cette émission a été enregistrée en marge du 20e anniversaire de la Maison de l'Europe des Yvelines. On espère avoir répondu aux principales questions que vous vous posiez et n'hésitez pas à prolonger le débat sur nos réseaux sociaux. C'était Parlons d'Europe sur Sensation. Plus d'infos sur maisoneurope78.eu.